Joël, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai très curieux d'apprendre plus sur ce que vous faites chez Biointelligence. Donc, peut-être première question pour partir le bal. C'est quoi l'idée de jeunesse derrière ton entreprise Biointelligence? En fait, biointelligence vient je dis souvent de moi puis mes équipes qui avons souffert pendant des années. Je suis ingénieur chimique de formation. J'ai toujours travaillé du côté des biotech. J'ai fait une maîtrise doctorat en modélisation, optimisation temps réel. Ça a un impact dans l'histoire. Puis après ça, on a créé une entreprise où on produisait des molécules pour l'industrie pharmaceutique. Dans cette entreprise-là, dans ma pratique en consultation, j'ai travaillé autour de 25 ans à développer des bioprocédés du laboratoire jusqu'à la mise à l'échelle industrielle, puis à optimiser la production. Puis le plus gros problème que j'avais, puis que nos équipes avaient, c'était de connaître en temps réel ce qui se passe, d'avoir de l'information sur le contenu de la cuve, les fermentations. Et après un certain temps, on a vendu un premier startup, puis je suis venu à l'Université de Sherbrooke pour développer une nouvelle technologie. Donc, biointelligence vient du fait que nous, on souffrait du fait de ne pas avoir l'information en temps réel. Et puis, j'ai décidé de m'attaquer à ça, développer une technologie. On a créé une équipe à l'Université de Sherbrooke. On a développé la base de la technologie avec d'autres professeurs. On a fait une équipe, on était 6-7 personnes. Puis, on a octroyé une licence à Biointelligence. C'est comme ça que Biointelligence est né. C'est l'exploitation de l'innovation technologique pour la commercialiser dans tout ce qui est biotechnologie industrielle. Intéressant. Ça semble évidemment un sujet très à l'heure aujourd'hui quand on parle évidemment, de tous les progrès dans le monde tu sais, des algorithmes. Est-ce que tu peux nous donner plus de background sur l'enjeu spécifique que vous essayez de résoudre? La, la biotech industrielle, je vais commencer avec ça, puis on va arriver à l'enjeu. La biotech industrielle, dans le fond, c'est utiliser des micro-organismes dans des grosses cuves industrielles, des fermenteurs, qui sont grands comme une petite maison ou une grande salle de bal. Euh, dans ces fermenteurs-là, il y a des micro-organismes, des bactéries, des levures, d'autres types. On leur donne du sucre, puis ils vont produire des molécules. On choisit le micro-organisme en fonction des molécules qu'on souhaite obtenir. C'est la biotech industrielle. Aujourd'hui, si on regarde autour de nous, la vaste majorité de tout ce qui nous entoure, à l'exception des matériaux bruts là, comme le bois, le métal, la céramique, mais la vaste majorité du reste peut être synthétisée par des micro-organismes. Donc, il y a une révolution aujourd'hui où il y a une transformation majeure qui se fait. C'est l'industrie de la synthèse chimique passe progressivement, mais certainement, dans une industrie biotechnologique. Donc, ce qui se passe actuellement, toutes les entreprises chimiques ont une filiale, un département, une co-entreprise pour faire de la synthèse biologique. Donc, on met dans ces grandes cuves-là, dans des usines complètes, on met les micro-organismes, on les fait produire. Le plus gros problème actuellement, ou un des plus gros problèmes, c'est une fois qu'on met les micro-organismes dans les cuves, on est à toute fin pratique aveugle. Il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe. Donc, tout le monde prenne des échantillons, vont faire l'analyse de l'échantillon. Dans les meilleurs cas, ça va prendre 1 heure, 2 heures à avoir la réponse, à savoir à connaître la concentration du produit. Mais dans certains cas, et la plupart des cas, l'information arrive après, quand la culture est terminée. Donc, on ne peut pas agir puis ajuster la conduite des opérations comme on le fait dans l'industrie chimique. Donc, et ces compagnies-là, c'est des grandes compagnies comme L'Oréal, Pfizer, Cargill, Rocket. Certains de ceux-là sont déjà nos clients. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a développé une sonde optique. Donc, une sonde qui mesure au travers une fenêtre, qui est jamais en contact avec le produit, donc qui minimise beaucoup de risques opérationnels. La sonde, elle mesure au travers une fenêtre, elle envoie des signaux, puis elle capture les signaux qui reviennent. Et de cette façon-là, on est capable d'aller chercher ou de comprendre le contenu à l'intérieur des micro-organismes. Si on prend un pas de recul, on a une sonde qui mesure, qui envoie des signaux bruts. On a développé toute l'algorithmie qui permet de transformer les signaux bruts en informations pertinentes. Puis au final, le bénéfice pour l'utilisateur, mais dans la salle d'opération de ces usines-là, eux, ils ont des écrans puis ils suivent les procédés. Avec notre système, ils sont plus obligés de se lever, d'aller prendre un échantillon puis d'avoir l'information trop tard. Ils ont l'information en temps réel. Puis une des grandes innovations de notre solution, c'est que c'est pas une sonde comme une autre qui mesure une molécule. C'est une sonde qui mesure 300 quelques signaux en temps réel, qui va les interpréter, puis qui va les interpréter selon ce que notre client souhaite avoir. Donc, peu importe l'usine, on a des clients aux États-Unis, en Europe, au Canada, chaque usine va dire, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est les paramètres A, B, C, D. À l'intérieur de quelques semaines, la sonde va se calibrer pour reconnaître la signature optique de A, B, C, D. Et à partir de ce moment-là,
les opérateurs en temps réel voient l'évolution de la molécule A, B, C, D. Donc, ils voient la consommation des sucres, par exemple. Ils vont voir si la biomasse, si les cellules sont en santé. Puis, ils vont aussi voir la synthèse, la production de leurs molécules. Plutôt que d'avoir en retard, ils le voient en temps réel. Les impacts réels et concrets, donc ça, c'est la solution qu'on amène, la mesure en temps réel. Les impacts concrets, je vais t'en donner une coupe. Premièrement, s'il y a une déviation, supposons que pour une raison X, les cellules vont moins bien, puis la production ralentit, l'opérateur le voit en temps réel et il peut intervenir. Si la consommation de sucre est importante, puis on arrive vers la fin, puis on va manquer de sucre, l'opérateur va le voir, puis là, ils peuvent décider d'arrêter la culture ou de rajouter du sucre. Donc, c'est plein d'événements comme ça qui sont incapables de voir s'ils n'ont pas la sonde, mais avec la sonde, ils vont pouvoir éliminer des pertes de produits qui viennent justement de on a manqué le fait qu'il n'allait plus avoir de sucre. Ou s'il y a une contamination, un autre micro-organisme qui rentre, ils vont le savoir assez rapidement puis ils vont être capables d'agir plutôt que de le savoir quand il est trop tard. Quel moment récolter la culture pour maximiser la qualité du produit, c'est le genre de choses qu'on amène. Donc, on aide les opérateurs puis les gestionnaires de fermentation puis de culture en usine à comprendre ce qui se passe en temps réel, à mieux comprendre comment les micro-organismes réagissent, donc à optimiser, à augmenter les rendements de chacune des batchs, mais aussi d'apprendre de toutes ces batchs-là pour, à long terme, augmenter le rendement moyen des batchs. Et au final, ça fait des usines qui sont plus rentables, qui ont un meilleur retour sur investissement et qui vont faire du réinvestissement. Ma motivation personnelle en arrière de ça, ou la raison pour laquelle on fait ça, la biotech industrielle, c'est une industrie qui est, disons, moins polluante que l'industrie chimique en général, beaucoup plus durable. On parle de crise climatique, c'est une industrie qui consomme beaucoup moins d'énergie, dans laquelle on peut recycler l'eau, qui est quand même la matière la ressource la plus utilisée. Donc, au final, je dirais que le développement durable, le vrai développement durable, passe par l'industrie de la transformation qui va de chimique à biotechnologique. Et nous, notre prétention, c'est d'accélérer cette transformation-là en faisant en sorte qu'il y ait des procédés plus rentables. Ouais, intéressant, super intéressant, Joël. C'est clair que tu as déjà donné cette explication plus qu'une fois, et ça me fait penser aussi à l'expression prévenir, c'est guérir, là, c'est dans le sens que vos clients vous payent parce que vous avez cette notion de prévention, mais pas seulement. Je pense qu'il y avait plusieurs propositions de valeur, mais ultimement, je pense un des grands atouts, c'est la question de yield. Donc, le yield est juste plus élevé, je pense en termes de pourcentage, mais le client est capable de produire plus pour moins de coûts, si je comprends bien. Exactement. Il y a trois notions qui sont vraiment importantes pour nos clients. Le yield, le rendement moyen. Le deuxième, c'est la qualité du produit. Donc, on a un client récemment, il vient de s'apercevoir que ça fait plus de 10 ans qu'il perd entre 30 et 50 de sa valeur simplement parce qu'il n'arrête pas la culture au bon moment. Donc, la qualité est super importante, puis il y a un prix à ça. Puis la troisième, c'est la consommation énergétique ou la consommation des ressources. Donc, ça, c'est les trois valeurs principales. Le yield, le rendement, oui, mais aussi la qualité et la consommation des ressources. On est évalué sur ces trois points-là. Intéressant. Tu sais, on veut parler un peu du parcours entrepreneurial. Je vais retourner à Biointelligence, mais de l'extérieur, et peut-être tu vas corriger ma compréhension de votre histoire, c'est que vous avez été longtemps dans la partie comme sérieuse du parcours, dans le sens que travailler dans le labo sans nécessairement une certitude de succès. Euh, donc, j'ai quelques questions sur cette partie-là. Donc, ça a été quand même plusieurs années, et là, vous semblez avoir vraiment décollé en termes de, tu sais, le fameux, c'est quoi l'expression en anglais, product market fit, des clients qui payent pour la solution. Et qu'est-ce qui t'a donné confiance, ou est-ce que ça a été longtemps dans ce moment, comme je dis, très incertain du parcours? C'est une excellente question, puis j'apprécie la question parce que c'est un point majeur, c'est un point critique dans ce qu'on fait. Le deep tech, comment je dirais ça? Sans prétention, puis sans rien minimiser. C'est pas, le deep tech, tu peux pas démarrer ça, puis travailler 3-4 pendant 6 mois, un an, faire une première version, le lancer, puis voir ce que ça va donner. Il a fallu développer une technologie. En fait, il n'y a rien qui existait. Puis mieux que ça, le, quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2006, donc ça va faire près de 20 ans maintenant. J'essaie de ne pas le dire trop souvent parce que c'est un peu. Oui, c'est ça, c'est beaucoup. Mais
La première année, j'ai lu sur à peu près tout ce qui se faisait pour voir quel genre d'informations on pouvait aller récolter en temps réel. Puis c'est là que je disais tout à l'heure, ma maîtrise, mon doctorat, le traitement de signal, l'analyse, le côté intégration ont beaucoup aidé avec le côté application biotech industrielle. Euh, Ça a été tellement long. Il a fallu initialement trouver quelle technologie. La base technologique, nous, c'est la fluorescence qui permet de mesurer certaines molécules. Après ça, c'est le mindset. Comment on fait pour ne pas être limité à ces molécules-là? C'est une des innovations. Puis après, comment on fait pour développer un instrument qui est tellement sensible, sensible dans le sens précis, qui va nous permettre d'aller chercher ou de compter chacun des photons et comme ça comprendre dans un micro-organisme qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui est dans une énorme cuve, comment on fait pour aller chercher le contenu moyen de ça. Donc, il y a eu 6 ans de développement technologique à l'Université de Sherbrooke. Puis sans l'Université de Sherbrooke, je pense que biointelligence n'existerait pas. Et après ça, on a emmené la technologie dans biointelligence parce qu'une raison simple, c'est que les fonds publics étaient épuisés ou tout ce qu'on avait accès, puis il fallait encore plus de fonds. Donc, en créant l'entreprise, ça nous a donné accès à d'autres fonds pour pouvoir développer ça. Euh, donc, ouais, ce qui a été particulièrement difficile, ou oui, difficile, mais la raison pour laquelle on y croyait, il fallait développer la techno, il fallait partir de zéro, mais dans ma tête, ça faisait juste pas de sens. C'était inconcevable que la biotechnologie qui n'était pas industrielle comme aujourd'hui, là, qui commençait un peu à rentrer dans l'industrie, dans d'autres applications que le traditionnel, c'était inconcevable que l'industrie biotechnologique soit 30-50 ans en arrière sur l'industrie chimique au niveau de la qualité de la mesure puis du contrôle. Dans mon parcours professionnel, ce que j'aimais particulièrement, c'était la modélisation et le contrôle. Puis il y a un principe de base, garbage in, garbage out. Si tu n'es pas capable de mesurer quelque chose comme il faut, tu ne pourras jamais le contrôler. Donc, c'est pour ça que je me suis attaqué à l'analyse, parce que c'était inconcevable que ça soit si en retard que ça, l'industrie biotech. L'idée est venue de là. Pourquoi, malgré le fait que ça ait pris 10-12 ans avant d'arriver au marché avec des premiers prototypes, pourquoi on a continué? Parce que, peut-être j'ai la tête dure un peu, mais aussi parce que c'était toujours le focus, c'était de jamais perdre le focus sur l'application finale. Il y a une industrie, elle est en train de se développer. Tout le monde disait il y a 20 ans, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, si l'industrie s'en vient, puis que moi, j'ai déjà vu le besoin parce que j'en ai souffert avec mes différentes équipes, c'était toujours de garder le focus sur l'application finale, malgré les embûches, malgré les problèmes, un peu spartiates comme on utilise un minimum de ressources, on est hyper efficace. Je m'amuse à dire que mon premier produit, c'est un dessin. J'ai dessiné sur un tableau à notre premier client, ça allait être quoi le produit, puis il me dit OK, c'est bon, je suis prêt à payer pour ça, combien ça coûte? Il a fallu que je sorte un prix comme ça pendant notre discussion. Il a dit OK, c'est bon, on va le trouver, on va le prendre. C'est là que j'ai compris qu'il y avait non seulement c'était pas tant un idéal, mais une idée, mais qu'il y avait vraiment quelqu'un prêt à payer un bon montant pour ça. Donc, c'est un peu tout ça, les difficultés, puis pourquoi on a réussi à durer jusqu'à aujourd'hui, c'est de toujours garder la vision, l'œil sur le final, toujours se projeter, faire de la visualisation. Euh, j'aime beaucoup la pratique sportive, j'aime beaucoup différentes choses. Puis il y a toujours l'aspect de visualisation. Euh, Et je pense qu'en affaires ou en tout cas dans un démarrage d'entreprise, si tu n'es pas capable de visualiser la situation finale, quand tout le monde va l'utiliser, puis que tu vas être dans toutes les usines dans notre cas, euh, tu- ça va être dur de passer au travers parce qu'il faut être honnête, là, dans ces 18 années-là, il y a eu quelques années vraiment difficiles. Là. Il y a des belles années, puis aujourd'hui, je suis content, puis on n'est pas encore sorti de l'auberge. Tu sais, il y a encore des embûches, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça va bien. C'est vrai qu'on est sur une bonne lancée. Mais, oui, c'est difficile, mais ça vaut la peine, puis il faut garder l'œil sur la vision finale. Très, très bon commentaire, Joël, très bon commentaire. Qu'est-ce qui a été la partie la plus difficile au niveau technologique? Est-ce que c'était le capteur en tant que tel? Est-ce que c'était la mesure? Est-ce que c'était l'algorithme? C'est une question qui revient souvent. Je dirais qu'à peu près à toutes les fois où on a pitché un investisseur, on se faisait dire ben, c'est quoi ta force ou c'est quoi votre différenciateur? C'est l'instrument ou c'est le logiciel? Il y a même une fois où on était je présentais, il devait y avoir une centaine, 200 investisseurs dans la salle, puis quelqu'un a pris la parole en disant là, il va falloir que tu choisisses soit tu fais de l'instrument puis du hardware ou soit que tu fais du logiciel.
pour répondre à ta question, le plus difficile pour nous, ou la partie la plus difficile ou la plus innovante, si on veut, c'est l'intégration. C'est pas de développer le hardware, c'est pas de développer le software. Il y a des compagnies qui fabriquent des spectromètres puis qui font des spectromètres beaucoup plus performants dans le sens générique de la chose. Nous, on a développé un spectromètre qui répond à notre besoin, qui est unique, mais qui est dédié à notre besoin. De l'autre côté, l'aspect logiciel, ben, il y a des compagnies de logiciels, on se fait contacter à chaque semaine par des gens qui veulent développer du logiciel à contrat. On a décidé d'avoir l'expertise en interne parce que notre logiciel est développé précisément pour notre sensor, mais aussi pour intégrer toute l'information, tout le reste de l'information opérationnelle de l'usine. Ce qui fait qu'on se ramasse aujourd'hui que ce n'est pas une sonde qu'on vend, c'est une solution qui a un capteur, une sonde, qui a aussi de l'algorithmie, qui a de l'intelligence artificielle, qui a du développement logiciel, qui a du développement algorithmique. Le plus difficile, notre avantage, notre gros différenciateur, c'est d'avoir développé tous ces aspects technologiques-là ensemble intégrés. Notre plus grande difficulté, de développer une entreprise quand tu n'as pas les moyens de te payer 4, 5, 6, 7 ingénieurs, alors qu'il te faut 10, 15, 20 expertises différentes. Ça a été un défi. Et la notion de capital, tu as quand même levé un peu de capital. Comment est-ce que vous avez été si efficace à produire le produit sans, tu sais, on se compare, disons, aux États-Unis, quelqu'un va donner un 100 millions, vas-y, fais ça pour 10 ans, mais ça ne semble pas être le cas pour vous. Non. J'ai une belle anecdote autour de ça, c'est pendant environ 2 ans, j'ai passé beaucoup de temps à Boston. Je me promenais entre Sherbrooke puis Boston. Puis pourquoi Boston? Parce que tu as accès à tout rapidement. Donc j'étais à Cambridge. Puis tu es dans un building, tu traverses, tu as GSK, tu traverses l'autre bord, tu as Pfizer, ainsi de suite. Puis là, je nomme des pharma, mais il y a aussi de la biotech industrielle, des investisseurs. Fait que mon objectif, c'était d'aller valider plusieurs hypothèses. On parlait tantôt du product market fit. C'était ma façon de rencontrer plusieurs mondes, puis plusieurs personnes, puis d'aller confirmer plusieurs choses. Comment on a été efficace? La première des choses, c'est en prenant, en faisant des compromis. Le premier compromis, c'est plutôt que de décider qu'on allait faire ça tout seul dans notre coin. En travaillant avec l'Université de Sherbrooke, on a fait un partage de risques et un partage de bénéfices. C'est-à-dire qu'on a développé la technologie sous l'entité de l'Université de Sherbrooke, ce qui fait que les risques sont beaucoup moins élevés pour nous en développement. Par contre, on partage l'API. En fait, l'API aujourd'hui appartient à l'Université de Sherbrooke, puis on a une licence exclusive mondiale. Ça fait aussi que ça a coûté un peu moins cher pour les premières étapes. Mais ce qui a aussi fait une grosse différence pour Biointelligence, c'est que pendant des années, j'ai fait de la consultation, puis je j'ai pas faut pas répéter ça trop souvent, mais je touchais rien parce que tout ce qui venait de ma consultation s'en allait pour payer des ingénieurs. Donc, je faisais du bootstrapping. Je travaillais dans l'entreprise, je travaillais à l'université, je faisais un peu de consultation. L'argent qui rentrait payait les ingénieurs. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi. Ça a été beaucoup plus long que si on avait eu 5 millions d'un coup, mais un développement technologique, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Donc, vu que le développement technologique était long, ça nous donnait un peu plus de temps pour développer le reste autour. Donc, je pense, après coup, la stratégie du bootstrapping à ce moment-là faisait du sens. Quand la technologie, quand la base technologique était mature, ou en tout cas, c'est jamais mature, mais MVP, assez pour qu'on puisse tester quelque chose, là, on a commencé à aller chercher des fonds externes. C'est là qu'on a créé Biointelligence Technologies pour avoir accès à d'autres types de subventions, des prêts. J'ai endossé plein d'affaires pour réussir à aller chercher des prêts supplémentaires puis de l'argent. Puis on s'est associé à ce moment-là avec l'Asset à Sherbrooke, qui est l'accélérateur de création d'entreprises technologiques associé à l'Université de Sherbrooke. On était dans leur deuxième cohorte. Puis on a travaillé avec eux. Eux nous ont donné accès à un certain réseau. Puis on a mis en place une première ronde de financement. Je ne sais pas si on appelle ça un pré-seed ou un seed. Là, je ne suis pas fort sur ces notions-là, mais disons une première ronde de financement qui a permis de faire un peu de leverage. Mais à tous les coups, ce qu'on faisait, à chaque fois qu'on recevait $1 en investissement, parce que oui, il a fallu rentrer du capital de risque assez rapidement, on essayait toujours de faire un leverage. Donc, d'aller chercher, d'accoter ça sur des subventions en R&D ou un autre type de prêt ou un autre type de non dilutif. Donc, comment on a été efficace, c'est vraiment ça. C'est en étant hyper créatif, en allant chercher toutes les ressources qu'on avait autour. Nos bureaux étaient laids et affreux. Il y avait des bureaux, on les collait un avec l'autre parce que si on les décollait, ils tombaient littéralement pour vrai. Mais on était capable de développer. On s'est quand même fait, nos installations étaient quand même pas affreux. Là,
L'autre anecdote en arrière de ça, c'est une des premières choses qu'on a fait dès que j'ai eu un peu d'argent puis pour autre chose que payer des ingénieurs, on a fait rapidement le branding puis rapidement le site web. C'est pour ça que notre site web a été légèrement flou pendant plusieurs années. Là. Qu'est-ce qu'ils font pas. Les gens qui nous connaissaient comprenaient, les gens dans notre industrie comprenaient, les gens qui n'étaient pas directement dans notre industrie comprenaient pas trop ce qu'on faisait, puis c'était voulu, c'était souhaité. Il y a un terme en anglais que je ne sais pas comment traduire, la scrappy, tu sais. Donc, Oui, oui, oui. être capable de faire beaucoup avec pas beaucoup, là, de faire beaucoup avec pas beaucoup de moyens. Euh, une question plus personnelle. Là, tu gères une équipe, évidemment, tu fais partie évidemment de Québec Tech, donc vous avez l'ambition de la croissance même plus forte. Qu'est-ce que tu as appris plus sur toi-même au cours de ce parcours, Joël? Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, quand, quand j'étais jeune, c'était certain que j'allais aller à l'université. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était certain. Quand je suis arrivé au cégep, puis il fallait que je me décide, j'ai hésité entre deux choses. J'ai hésité entre la finance puis l'ingénierie. J'ai décidé d'aller en ingénierie pour aller chercher une base technique pour mieux comprendre les choses. Fondamentalement, je suis hyper curieux, j'aime comprendre, je veux savoir, je veux aller au fond des choses. Mais en même temps, je vais tourner les coins ronds parce que j'aime pas m'attarder dans les détails. Il y a ce que j'ai appris, je pense que ce que j'ai appris, c'est ma force, c'est de comprendre rapidement, de monter un plan de stratégie, je sais pas quoi, mais de trouver comment on va attaquer, quel angle d'attaque, puis après ça, de m'entourer de personnes qui vont travailler dans le détail, qui vont s'occuper des détails, qui vont finaliser. Je pense que, ouais, je pense que, honnêtement, puis humblement, je pense que le fait d'être capable de comprendre rapidement les enjeux d'une situation ou de voir derrière un problème, derrière chaque problème, il y a une opportunité, c'est un peu cliché, mais c'est quand même vrai, de creuser, d'aller voir cette opportunité-là, puis de dire, OK, il y a une opportunité dans tel secteur de telle façon, si on l'attaque de telle angle, voici les ressources que ça nous prend. Là, après, c'est là que je tombe dans le 10-70, même pas le 20-80. C'est là que j'ai besoin de m'entourer de personnes qui sont plus efficaces que moi, chacun dans leurs détails. Fait que ce que j'ai appris, je pense que c'est ça, de mieux me connaître sur où sont mes forces, où sont mes faiblesses. Je suis pas le gars de détail, je suis pas le gars qui va bien finaliser, bien tuner. J'aime mieux le rough, j'aime mieux sortir les affaires. Ça m'a pris un peu de temps à le comprendre, mais une fois que tu l'as compris, puis là, ces années-ci avec biointelligence, c'est le fun parce qu'on atteint un niveau, on est rendu presque 20, ou on est 20, je pense. Je commence à avoir des bras droits pour pas uniquement des tâches, mais pour des groupes de tâches. Genre, la compagnie, je l'ai structurée dans la dernière année en 3 axes: les opérations produits, les opérations commerciales, puis les opérations affaires. J'ai été chercher quelqu'un pour les opérations affaires il y a déjà quelques années. L'année passée, je me suis concentré justement à décortiquer, mettre en place, structurer les opérations produits, aller chercher les bonnes personnes. Je disais que nos bureaux étaient affreusement laids avant. Là, ils sont super beaux, mais ils sont surtout bien faits pour avoir des produits de qualité tout le temps. Puis on a la bonne personne à la tête de ça, puis on a les bonnes personnes pour le faire. Et là, je viens d'embaucher, on l'a signé en fin de semaine dernière, le directeur des opérations produits. Et là, je me concentre sur les opérations commerciales. Donc, ça m'a pris un certain temps pour décortiquer les opérations produits, mettre ça en place. Mais là, maintenant, pour le tuning, s'assurer que ça va bien puis qu'on va scaler correctement, là, je mets quelqu'un en place. Je m'attaque au commercial cette année parce on est bien parti au niveau commercial, mais là, maintenant, il faut trouver à quelle place on est efficace, à quelle place on ne l'est pas, puis comment améliorer tout ça. Donc là, je m'attaque à ça pour dégraisser, trouver un peu les meilleures pratiques puis les meilleures façons de faire, notre go-to-market, le raffiner. Puis quand on va avoir ça, une meilleure compréhension de tout ça, ben, l'objectif d'ici la fin de l'année, c'est de mettre quelqu'un en charge des opérations commerciales pour que j'aille m'attaquer à autre chose. Ouais. J'imagine aujourd'hui, c'est une hypothèse, mais j'imagine que tu pogné beaucoup dans les ventes aujourd'hui avec les nouveaux clients. Pardon? J'imagine que ta charge de travail beaucoup avec les nouveaux clients. Donc, tu es pogné un peu dans les ventes, là. Ah oui. Ben oui, oui, mais j'aime ça. C'est l'autre affaire. Je me passionne assez facilement, je pense. De se voir, je reviens à une des questions précédentes, toujours garder en tête la vision finale.
Moi, la vision finale, c'est que BioIntelligence est le leader mondial dans tout ce qui est monitoring, analyse des fermentations. C'est ça la vision de l'entreprise, c'est ça ma vision de l'entreprise. Tant qu'on n'est pas là, mais j'ai toujours ça en tête, puis je me concentre là-dessus. Tu as raison que ces temps-ci, je suis dans le commercial, je suis avec les clients, c'est de closer les nouveaux clients, puis faire des expand avec nos clients actuels, d'aller dans les usines complètes, puis après ça, dans plusieurs usines. Mais j'aime ça. Fait que c'est pas, tu sais, je suis pas pogné, je suis plutôt, tu sais, je suis vraiment dedans, puis j'aime ça. Là. Évidemment, tu connais le marché, tu sais, probablement comme la meilleure personne du Québec, tu sais, en termes de connaissance du marché, mais qu'est-ce que tu penses, tu sais, c'est sûr, c'est la question classique d'investisseur de marché adressable, mais plus la perspective sur, ben, aujourd'hui, 2025, là, tu sais, versus comme tu as dit, c'est une industrie qui reste quand même un peu arriérée. J'imagine tout est à faire, le marché est vraiment mondial, ou peut-être votre produit s'applique aussi dans des zones adjacentes. J'ai cru d'entendre un peu quand tu regardes l'échiquier devant toi, you're like, OK, il y a beaucoup d'opportunités, il va falloir en choisir, mais avoir plus de couleurs, là. Oui, je vais commencer par la fin. On se fait approcher par des gens qui ne sont pas du tout en biotech industrielle pour utiliser notre système dans d'autres branches, dans d'autres applications. Euh, si un jour quelqu'un vient vers nous et il veut licencier cette utilisation-là, ou nous, on n'ira pas dans les autres segments, en tout cas pas pour l'instant. On demeure biotech industrielle. On a des clients qui, une fois qu'ils ont acheté notre solution, vont l'implémenter pour d'autres applications, puis c'est correct, mais nous, c'est pas ça qu'on cible. On cible la biotech industrielle. Ça a été arriéré, mais la beauté de la chose, puis la vie est bien faite des fois, ça fait déjà 18 ans qu'on a commencé à développer la technologie, comprendre, voir comment ça pourrait marcher. Mon objectif à ce moment-là, c'était d'accélérer la biotech industrielle. La vie s'en est occupée. Pendant qu'on développait la technologie, cette industrie-là a grandement accéléré. En Europe, ça fait déjà assez longtemps que la biotech industrielle roule, qu'ils sont dans une phase maintenant où les usines existantes doivent agrandir, où il y a beaucoup d'investissements dans des nouvelles usines. Donc, ils cherchent des façons d'augmenter la productivité. C'est exactement ce qu'on fait. Aux États-Unis, c'est facile à trouver dans les nouvelles. Il y a des milliards de promis, puis même de déjà investis dans la biotech industrielle. Il y a plusieurs innovations comme BioMade, qui est une énorme structure aux États-Unis pour justement accélérer cette capacité-là. Donc, je souhaitais accélérer l'industrie. Maintenant, c'est l'industrie qui tire sur nous. Il y a énormément d'opportunités parce que les capitaux ont été investis, parce que la transformation du chimique vers la biotech est en train de se faire. Notre analyse aujourd'hui, on a une analyse assez pragmatique sur cette industrie-là de différentes façons. L'analyse sectorielle, ben, pour l'instant, début 2025, on ne va pas au biopharma. On a décidé, même on a appris à la dure, on ne va pas au biopharma, pas parce qu'on ne peut pas. On a prouvé qu'on était capable de le faire. Mais quand je dis on a appris à la dure, c'est dans ma dernière ronde de financement, pas celle-ci, oui, celle-ci, la dernière. Les premiers qui nous ont approchés, c'est des investisseurs en pharma. Et là, avec la grande valorisation et tout ça, puis mon erreur a été d'écouter les sirènes. J'aurais dû rester concentré sur la biotech, mais j'ai écouté ces fonds-là. Puis pas pire ami pour ça. Simplement que ça allait super rapidement avec les fonds, jusqu'à ce qu'on arrive à une validation industrielle, jusqu'à ce qu'on arrive avec leurs experts qui donnent une opinion sur ce qu'on fait. Puis leurs experts ont raison en disant ah, ça ne marche pas dans le pharma. La raison est simple, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que la mentalité du pharma aujourd'hui est différente du reste de l'industrie. Le pharma est en validation, donc tu fais 10 fois la même chose, il faut que tu sois à l'intérieur des specs. Nous, on a 300 signaux. En temps réel, c'est certain qu'il y en a un qui va être à l'extérieur des specs. Ça ne veut pas dire qu'il est significatif. Mais ça, il faut faire comprendre ça à la FDA, Santé Canada, aux entreprises instituées. On a décidé qu'on ne se brûlerait pas. On a mis de côté le pharma. On se concentre dans tout ce qui est non-pharma. Puis ces temps-ci, on a une traction naturelle et forte dans tout ce qui est bioéthanol, fuel bioéthanol. Fait qu'on va là-dedans. On fonce là-dedans. C'est notre ICP, notre Ideal Customer Profile. On rentre dans le bioéthanol. On a des clients déjà Canada, États-Unis, Europe. Puis on a un vendeur aux États-Unis, un en Europe. Ils sont focus sur ce segment-là. Puis on a un autre vendeur qui est basé ici au Québec qui, lui, prend les autres segments. Donc, les autres entreprises, si quelqu'un nous écoute puis qui fait autre chose que du bioéthanol, on a des clients dans les probiotiques, dans les cosmétiques, dans les biofertilisants, dans plusieurs segments comme ça. On est capable de livrer les bons bénéfices. La seule raison pourquoi on focus plus bioéthanol, c'est relativement facile à vendre parce qu'on a le bon wording, les bons use cases,
ces gens-là ont besoin de cette technologie-là. Puis peut-être un dernier mot, c'est sur la segmentation géographique. On s'est fait beaucoup challenger dans la ronde sur pourquoi vous ne vous concentrez pas sur les États-Unis, c'est tellement grand. Il y a deux raisons à ça. On se concentre présentement, c'est Amérique du Nord et Union européenne. La raison est assez simple. Nos clients, c'est des multinationales. Donc, on ne vise pas la petite entreprise, 5-10 employés, on vise vraiment les grandes entreprises multinationales du genre Cargill, du genre Rocket, qui sont dans plusieurs pays avec des dizaines d'usines. Et la raison est simple, c'est que ces gens-là comprennent l'impact d'une technologie comme la nôtre et comprennent surtout l'impact dans l'ensemble de leur société. Un petit coup rapide, là, une de ces grandes sociétés-là, le jour où ils vont vouloir installer notre technologie dans toute leur cuve, ça serait moins cher d'acheter l'entreprise que d'acheter les systèmes. Bon, l'entreprise n'est pas à vendre pour l'instant, là, mais c'est quand même ce calcul-là qu'on a fait. Là. Puis, ces multinationales-là sont à la fois en Europe puis aux États-Unis. Donc, des fois, tu vas dans une conférence aux États-Unis, puis finalement, ils te réfèrent à leur siège social en Europe et l'inverse est vrai. Donc, on a décidé d'attaquer ces deux marchés-là. Puis, il y a aussi une question de risque. Là, on est début 2025. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, mais la surprise au début de la semaine, plus ou moins de surprise, mais c'est quand même arrivé. Il y a eu la menace des tarifs de 25% du gouvernement Trump aux États-Unis. Ben, nous, on avait prévu le coup qu'il y avait une menace de ce côté-là, donc on a continué à pousser du côté de l'Europe. En Europe, présentement, il y a une guerre en Ukraine. Quand on parle avec les Européens, la plupart sont un peu plus nerveux que les Nord-Américains. Ben, on prévoit le coup en continuant de pousser aux États-Unis. Donc, c'est un peu hedgé chacun des deux risques avec l'autre territoire. Oui, c'est fascinant. Tu as parlé de multinationales, mais il me semble que dans quelques années, c'est vous qui vous avez passé de 20 à 2000 employés et vous allez être la multinationale qui va faire les acquisitions, là, de la façon que tu le décris. Mais pour que ça arrive, j'imagine, tu as parlé de cette notion d'intégration verticale. Ça me fait penser un peu à une Tesla, par exemple, qui est quand même connue pour, au lieu d'avoir 150 fournisseurs externes comme une Honda aujourd'hui, mais tout est fait in-house. Aujourd'hui, où est-ce que tu vois le progrès, la prochaine itération de votre produit? Est-ce que c'est dans les algorithmes, parce que évidemment, c'est le sujet de l'heure, là, avec l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à débloquer du côté hardware? C'est une excellente question, puis ça touche notre développement stratégique, particulièrement cette année. Si on regarde dans l'écosystème d'une entreprise, d'une usine, il y a de la génération de l'information, dont les capteurs, la transformation de l'information en information utile, l'algorithmie, puis après ça, l'intégration avec le reste de l'infrastructure de l'entreprise, c'est-à-dire, ils appellent ça un SCADA, là, un System for Control and Data Acquisition. Euh, Ce système-là va faire l'acquisition, le stocker, le présenter sous une forme aux opérateurs, faire le contrôle actif s'il y a trop de sucre, diminuer la vitesse de la pompe et ainsi de suite. Euh, dans tout ça, nous, on a décidé de se concentrer dans la partie générer l'information jusqu'à l'information utile. Donc, toute la partie contrôle, les contrôleurs industriels, les historiens industriels, on y va pas. Il y a déjà des multinationales là-dedans, des grandes sociétés. On les laisse faire leur travail et on se rend compatible avec eux. On s'assure que l'information peut circuler facilement de notre système au large. Maintenant, si on regarde uniquement notre système qui est vraiment dédié au monitoring et l'analyse avancée des fermentations de culture cellulaire, notre capteur ou notre sonde optique, il y a encore des innovations intéressantes à faire. On a la prétention que dans un proche avenir, non seulement on va avoir des signaux qui vont donner de l'information sur les molécules intéressantes de nos clients, mais on va vraiment rentrer dans le métabolisme. C'est-à-dire qu'il faut voir, là, puis là, je fais attention à ce que je dis parce que je pense que dans les prochaines années, on va avoir la capacité chez Biointelligence de rentrer vraiment dans le détail de ce qui se passe à l'intérieur des cellules. On a des projets, des initiatives là-dessus. Mais qu'est-ce qui va guider l'angle ou jusqu'où on va se rendre ou quel type d'information est-ce qu'on veut avoir je sais pas moi, la vitesse d'exécution du cycle de Krebs qui dans la cellule ou la voie de synthèse précise je sais pas, de génération énergétique ou consommation énergétique. Puis là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Hein. On va aller à un niveau de détail qui va être requis par nos clients ou pour lequel on est certain que dans les années à venir, ça va donner un avantage majeur à nos clients. Donc, on travaille avec d'autres sociétés pour faire ça. Donc, le capteur aujourd'hui mesure certains signaux. On a des initiatives pour qu'il soit beaucoup plus précis et beaucoup plus spécifique.
j'ai arrêté là, mais oui, il y a des initiatives à faire là-dessus. Je pense par contre que la, la, notre grand différenciateur actuel et à venir, c'est au niveau algorithmique. On a, premièrement, j'adore ça. J'aime les maths, j'en fais quasiment plus à mon grand désarroi, mais je vais plutôt guider stratégiquement vers où on devrait aller, puis écouter les gens, les spécialistes qui, eux, sont plus avancés que moi maintenant. Euh, il y a beaucoup de développement à faire au niveau algorithmique, il y a beaucoup on peut creuser encore là-dedans pendant des années. Puis je pense qu'il y a un breakthrough qui s'en vient au niveau algorithmique qui va se comparer au breakthrough qu'il y a eu au niveau des ChatGPT, par exemple, l'intelligence artificielle au niveau conversationnel puis au niveau compréhension de la discussion. Je pense qu'on peut creuser encore beaucoup plus loin, beaucoup plus structuré, beaucoup plus générique, puis beaucoup moins mathématiques précis, mais dans la partie algorithmique de modélisation. Donc, encore une fois, je vais arrêter là, mais on a beaucoup d'idées, ouais, beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations à venir, puis euh, tu sais, tout à l'heure, tu disais, je pense que c'est Biointelligence qui va devenir la multinationale à 2000 employés. Je m'en cache pas, c'est ça l'objectif. Quand nos investisseurs sont arrivés dans la dernière ronde, puis qu'ils me demandaient qu'est-ce que tu veux faire, puis quand est-ce que tu vas sortir, parce que veux pas, si ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, j'ai pas 30 ans non plus. Euh, Ma réponse est généralement votre exit et pas mon exit nécessairement. Euh, Tout en étant conscient de ce qui peut arriver. Là, je ne suis pas naïf non plus. Mais l'autre partie de la réponse que je dis souvent, c'est I want to build it to be big. T'sais, moi, je préfère acquérir d'autres sociétés que d'être acquis par une société. Puis autour de la table, présentement, le mindset est pas mal autour de ça. Non, super. Je veux dire peut-être un commentaire plus personnel. Je suis un peu toujours surpris. Tu sais, je suis nouveau dans le métier là, de l'investissement en capital de risque et je le vois que la question classique, OK, c'est quoi votre stratégie d'exit? Tu sais? Comment tu vas vendre la business? Et je trouve ça c'est un truc honnêteté un peu plate, tu sais. C'est comme dans le sens que pour les compagnies canadiennes, notre rêve ultime, c'est de la vendre. Tu sais. Et je trouve que non, on devrait avoir plus de grosses business qui demeurent ici, qui deviennent des acquéreurs. Là. Je ne veux pas dire pas vendre, c'est parce que je pense en même temps, comme tu as dit, mais je pense que c'est au fondateur de décider. Des fois, il y a des bonnes raisons et personne n'est plus catholique que le pape. Mais la prémisse de base que tout le monde doit avoir, c'est de vendre, je trouve ça un peu désolant. Ben, je suis content de l'entendre parce que c'est un peu. Au début, je détestais cette question-là. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris à répondre, puis à comprendre pourquoi les gens posaient la question. Puis ça, c'est la chose à comprendre aussi. Il y a, il y a, il y a une partie de l'entrepreneuriat qui est de bâtir une compagnie pour la packager, pour la vendre, puis c'est l'objectif depuis le début. Moi, mon objectif est plutôt de bâtir une compagnie avec des fondations solides qui va faire de l'acquisition, puis qui va faire une croissance, puis qui va devenir un. Ben, je veux que ça soit un flambeau, là. Je veux que ça soit quelqu'un dans notre conseil d'administration a parlé d'être dans le Québec, dans le Québec Inc., d'être une des prochaines du Québec Inc. Moi, je reste plutôt focus sur mon application industrielle. Là. C'est important de rester terre à terre. Là. Mais, euh, mais tu sais, en toute humilité, je préfère qu'on fasse l'acquisition d'entreprise puis qu'on bâtisse quelque chose de significatif que de laisser aller rapidement à la première offre puis de faire, ouais, OK, on a fait un coup d'argent, mais au final, il se passe quoi avec ça? Puis finalement, la compagnie qui fait l'acquisition décide de fermer cette branche-là parce qu'ils ont trouvé autre chose de plus excitant, en tout cas. Mais il faut comprendre une autre chose. On a été chercher des VC rapidement, des capitaux de risque rapidement parce qu'on développe du deep tech. Mais ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul décideur autour de la table. Puis c'est correct comme ça. On bâtit une entreprise, c'est pas. C'est la dynamique normale, puis ça devienne un peu une entité elle-même. Mais le succès, je pense, donne des options. Tu sais. Donc, si la croissance poursuit, tu sais, des investisseurs qui sont rentrés il y a quelques années, mais vont voir leur opportunité sortir sans nécessairement qu'il y ait une acquisition de fait. Tu sais. Donc, je pense qu'il y a plusieurs options sur la table. Ouais. On a parlé beaucoup de boulot, là, tu sais, mais tu as parlé un peu de sport. Je vois aussi tu sais, la batterie électrique derrière toi. Donc, qu'est-ce que tu fais en dehors du travail pour essayer de déconnecter? Tu as parlé de deep tech, là, j'imagine que c'est très exigeant côté mentalement, mais curieux aussi de qu'est-ce que tu fais en dehors tu sais, tu sais, pour te divertir un peu ou garder la forme pour ta job. D'habitude, le background il est flou un peu, donc on voit pas très bien la batterie, effectivement.
J'ai toujours eu deux passions. J'ai besoin de bouger. Donc oui, je fais du sport. Il faut que je fasse du sport. C'est important pour la santé physique, c'est important pour ma santé mentale. Je fais de la musique. J'ai toujours aimé ça. J'aime tout, à peu près tout dans la musique. Il y avait un style que j'aimais moins. Mon fils a choisi d'aller dans ça. Tout ce qui est rap, puis autour de ça, mais ça m'a permis d'apprécier cette musique-là, de mieux la comprendre. Puis aujourd'hui, j'écoute des choses qu'il écoute lui aussi, puis ça le fait rire. Donc, la musique, j'ai toujours de la musique. Je joue des percussions, je joue du drum. J'ai été d'un groupe qui brassait pas mal à une certaine époque. Ça paraît plus aujourd'hui si tu me regardes. Euh, Puis le sport, particulièrement le sport. Je joue au hockey. J'ai joué au hockey plus jeune un peu. J'ai recommencé à jouer au hockey grâce à un ami quand j'étais à Montréal. Puis j'ai pas arrêté depuis. Ça fait 20, 25 ans, 30 ans. Rough. Le hockey, c'est ma thérapie. Puis je me gêne pas de le dire. Puis c'est drôle parce que la gang de hockey avec qui je joue, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble, à peu près. J'ai commencé la première année quand je suis arrivé à Sherbrooke, en 2006. Euh, on joue une à deux fois par semaine, ça dépend du temps que j'ai. Euh, c'est hyper important. C'est une gang de chums, puis c'est une gang, tu sais, on se voit à trois semaines, ça fait 20 ans. Le hockey, c'est un sport qui est physique, qui est rapide, tu n'as pas le temps de penser. Si tu penses, il va t'arriver de quoi, c'est sûr. Donc, quand je suis préoccupé, quand je suis à bout, quand je suis nerveux, puis on s'entend que bâtir une entreprise, tu penses toujours que c'est la partie la plus stressante, puis ça va se calmer, puis finalement, c'est encore stressant, puis c'est encore stressant, puis ma conjointe puis mes enfants me disent souvent ça paraît quand tu vas jouer au hockey puis ça paraît quand tu n'as pas joué. Quand ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, c'est eux autres qui vont pousser pour que j'y aille. Puis la gang au hockey, elle est fun. C'est une gang de professionnels, c'est une gang avec qui on peut jaser d'à peu près n'importe quoi. Il y en a sur 20 ans, c'est sûr, il y en a eu là-dedans qui ont eu des bouts beaucoup plus rough que d'autres. J'ai eu mes bouts rough, d'autres ont eu leurs bouts rough, puis c'est une place, c'est un endroit où tu peux en jaser, puis tout le monde va virer ça en joke. Il y a toujours quelqu'un qui va dire une connerie, mais ça fait du bien, ça décompresse aussi. Fait que le sport, c'est super important. J'ai fait du karaté pendant plusieurs années avec ma fille. Ça, c'est quelque chose, c'est des moments que je privilégie. On est en période pause présentement. C'est plus parce que, principalement de mon côté, parce que je manque de temps. Là. Puis j'ai choisi le hockey justement parce que t'as pas le temps de penser. Puis c'est un sport d'équipe. Ça, c'est l'autre affaire. Une chose que j'apprécie particulièrement au hockey, on est tous un peu émotifs, on est surtout très compétitifs. Fait que des fois, ça glace, il vient des moments que c'est assez intense, puis ouais, il n'y a pas de bataille, là, je te rassure. Mais c'est quand même intense. Mais tu te retrouves dans le vestiaire après, puis tu es avec la même gang. Là. On a deux vestiaires, mais les vestiaires ne bougent pas tant que ça, mais tu te retrouves avec la même gang, tu ne peux pas garder ça. Fait que le hockey t'apprend beaucoup de choses. C'est compétitif, tu veux gagner, même si c'est une ligue de garage, une ligue de bédaine. Tu es quand même compétiteur, tu veux gagner, mais après, c'est le fun. Les gars prennent une bière. Je suis pas très bière, je suis plus rhum, mais. Fait que c'est cool, c'est vraiment cool, puis ça fait du bien. Fait que comment je me vide la tête, c'est le sport, la musique. Ouais, c'est pas mal ça. Ben, j'aborde dans le même sens. Je trouve que, comme tu as dit, la santé physique, c'est la santé mentale. Je pense pas que les deux choses sont différents. Joël, Oui. je peux te parler pour des heures, là, mais je veux respecter ton temps. C'est vraiment fascinant ce que vous faites avec Biointelligence, c'est vraiment cool. Comment est-ce que le monde peut apprendre plus s'ils veulent échanger avec toi ou rester au contact de votre progrès? La meilleure chose, le plus facile, c'est d'aller sur LinkedIn, de connecter avec moi. Je réponds à tout le monde. Sinon, par le site Biointelligence, il y a moyen de nous contacter. Puis le landing page va changer très bientôt, qui va être un peu plus descriptif parce que là, on va vraiment full throttle au niveau commercial. Sinon, jsirois à biointelligence.com ou joël à biointelligence.com. Puis ça va me faire plaisir si je peux faire quoi que ce soit. Puis encore mieux si c'est un client qui appelle. Ça, je suis toujours le premier à répondre. Je vais mettre un code rabais Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, super. Merci pour ton temps, Joël. Merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant.